Christophe Enoch. Bonjour Floriane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes archéologue et chargé de mission scientifique au sein de la collectivité. C'est ça. Alors, le week-end dernier, vous avez présenté 2 sites archéologiques lors des visites, des journées de l'archéologie, pardon. Donc, c'était aux Terres Basses. Mais des sites, il en existe un peu plus que 2. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y en a, enfin combien vous en avez répertorié sur Saint-Martin et où est-ce qu'on peut les trouver ? Alors, les sites archéologiques à Saint-Martin, quand j'ai démarré mon intérêt pour cela, il y en avait 6 répertoriés sur l'île. Aujourd'hui, il y en a pratiquement 230 qui sont cartographiés. Ce sont des sites qui correspondent à toutes sortes de périodes, des périodes précolombiennes, des périodes coloniales, des périodes parfois juste au moment du contact où les Européens et les Amérindiens étaient encore dans la région. D'accord. Et on les trouve où, du coup Alors, on en trouve sur quasiment tout le littoral de Saint-Martin. Alors, c'est un petit peu en raison de notre façon de chercher les sites qu'on trouve une forte densité de sites sur les parties basses de Saint-Martin, en bord de mer, etc. Parce que c'est des endroits qui sont déjà très urbanisés, qui sont aussi soumis aux aléas climatiques, et quand il y a des grands coups de houle l'hiver, ou même quand il y a des gros cyclones, le littoral est un petit peu attaqué et érodé, et là on va sortir des objets. Donc on a tendance à voir plus de sites sur les parties basses, mais il y en a aussi à l'intérieur des terres, notamment pour toutes les époques coloniales. Les anciennes sucreries étaient dans les vallées, à Colombier, à Saint-Jean, à Spring, à Concordia. Ça, c'est beaucoup plus à l'intérieur des terres. Et puis des sites précolombiens aussi à l'intérieur des terres, comme à Quartier d'Orléans. On en a également autour de Hope Estate, mais ils sont plus rares parce que la végétation dans le secteur intérieur de Saint-Martin nous empêche de voir facilement les objets quand on fait des prospections. D'accord. Et donc, qui étaient les premiers habitants de Saint-Martin ? Qu'est-ce que vous avez trouvé sur eux ? Alors, les premiers habitants, les premiers êtres humains qui sont arrivés ici pour l'instant, puisque on peut encore trouver d'autres sites plus anciens, mais le plus ancien site archéologique de Saint-Martin, il se trouve près de l'étang Rouge, aux Terres Basses. Les gens s'étaient installés sur la dune entre l'étang et Baie Rouge. Et à cet endroit, on a trouvé plusieurs niveaux archéologiques jusqu'au plus profond, qui se trouvait à 6 mètres de profondeur dans la dune, à 60 cm sous le niveau de la mer actuelle, et dans lequel on trouve essentiellement des amas de coquillages qui ont été consommés, mangés, pas les coquilles, mais la bête qu'il y a dedans, et donc la coquille, on la rejette autour du campement, autour du village, et ça s'accumule dans le sable, et ça finit par créer des couches assez impressionnantes de coquillages, avec des restes de charbon, des foyers, qui prouvent que ces gens-là savaient faire du feu, qui faisaient cuire leurs coquillages, parce qu'on retrouve des coquilles brûlées à l'intérieur des foyers. Ils pêchaient, on trouve des arêtes de poissons, ils utilisaient des pierres comme le silex, qu'ils allaient chercher jusqu'à Antigua, parce qu'Antigua, c'est la seule région de la Caraïbe où on trouve des silex dans les petites Antilles, donc pour découper des choses, etc. Et puis on retrouve des outils en pierre polie, en forme de hache ou de gouge, de herminette, pour travailler le bois. D'accord. Et ces populations, est-ce qu'on sait d'où elles arrivaient ? Alors, pour ces populations-là, on parle, nous les archéologues, de l'époque du Méso-Indien, et les Américains les désignent sous forme de Archaic Age, pour les Amérindiens. On ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur ethnie, on parle pour les temps rouges, de datation les plus anciennes, de 3350 avant Jésus-Christ, donc c'est il y a plus de 5000 ans que des êtres humains sont venus à bord de pirogues jusqu'à Saint-Martin. Leur origine, ils peuvent venir de 2 endroits, soit de la côte nord de l'Amérique du Sud, du Venezuela, du golfe de Paria, le débouché du fleuve Orénoque, juste en face de Trinidad, et puis ensuite en remontant comme sur des pas japonais sur les îles des Antilles en passant par Saint-Martin, soit de la presqu'île du Yucatan,
de la pointe du Yucatan en Amérique centrale, qui est très proche de la pointe nord de Cuba. Et comme ça, en voyageant sur les îles au large de Cuba, puis à Cuba, et en redescendant à Haïti, République dominicaine, Porto Rico, et en passant par Saint-Martin. D'ailleurs, Saint-Martin est très riche d'un point de vue archéologique, parce qu'on est vraiment l'île la plus au nord de l'arc des Petites Antilles, qui a une orientation du sud vers le nord, du Venezuela vers le nord. On a cet arc un peu courbé, avec les îles les unes après les autres qui se succèdent. Et une fois qu'on passe Anguille et Sombrero, juste au nord de Saint-Martin, qui sont des îles quand même encore plus sèches que Saint-Martin, où il y a vraiment des difficultés à se réapprovisionner en eau, en vivres, etc. Et ben, on doit traverser dans l'autre sens, de l'est vers l'ouest, pour aller vers les Grandes Antilles. Donc on est à la charnière entre deux mondes, des très grandes îles où il y avait de grandes populations à l'arrivée de colons et des Espagnols, et puis les petites îles où il y avait des petits groupes humains répartis dans les petites îles qui avaient on va dire, des comportements culturels différents, quoi. D'accord. Et il y a une trentaine d'années, l'archéologie avait le vent en poupe à Saint-Martin, puisque vous avez fouillé pas mal de sites. Combien vous en avez fouillé? Et est-ce qu'il y a des objets qui sortent un peu de l'ordinaire, enfin, qui sont un peu, qui sortent du lot, que vous avez trouvé pendant ces années d'archéologie? Combien de sites j'ai fouillé? J'ai été directeur d'opération sur les fouilles de Hope Estate pendant 2 ans. Ça, c'était dans les années 93-94. Et puis, j'ai fouillé également en 92 une fouille de sauvetage sur le site de Baie Orientale, sous le village de la Baie Orientale, un site avec des céramiques, plus récent que Hope Estate. J'ai fouillé également Baie Rouge, donc ce site qu'on a visité au cours des journées de l'archéologie, et également un site à Quartier d'Orléans qui se trouve sur des hauteurs de Quartier d'Orléans, à l'intérieur des terres, en cheminant vers la roche gravée de Meaux. Donc voilà, je n'ai pas fouillé énormément de sites sous ma responsabilité. La plupart des sites qui sont fouillés depuis cette époque où on avait une dynamique saint-martinoise de l'archéologie le sont par l'Institut national de la recherche archéologique préventive, qui sont mandatés par le service régional d'archéologie du ministère de la Guadeloupe, dont le bureau est en Guadeloupe, lorsqu'il y a de gros projets, lorsqu'il y a des constructions qui risquent de mettre en danger des sites, on fait appel à eux pour faire des fouilles urgentes, des sauvetages urgents, et il m'est arrivé très souvent également de participer à des fouilles avec l'INRAP ou bien de visiter leur site au moment où ils étaient en opération sans être responsable de la fouille. Alors on va juste revenir sur les habitants de Saint-Martin. On parle souvent des Arawaks. Qui étaient-ils et à quelle époque ont-ils vécu sur Saint-Martin? Alors, les Arawaks et les Caraïbes sont des mots qui ont été transcrits par les Espagnols à l'époque de Christophe Colomb. Quand il arrive pour la première fois en 1492, il arrive dans les Bahamas et dans le secteur d'Haïti et de République dominicaine, là où un de ses bateaux va couler. Il va laisser 80 de ses hommes derrière lui avant de retourner en Espagne pour préparer son second voyage. Et là-bas, ce sont des gens qui l'accueillent au cri de Taino, Taino, qui signifierait en langue arawak nous venons en paix, nous ne vous voulons pas du mal, parce que les populations étaient impressionnées par ces énormes bateaux avec ces grandes voiles et ces canons et ces armures et ces gens qui étaient habillés différemment d'eux, qui venaient d'on ne sait où. Et ensuite, les Caraïbes ou Caribales, qui ont donné le mot cannibale, ils rentrent en contact avec eux en premier sur les côtes de la Dominique et de la Guadeloupe et de Marie-Galante, dans le sud des Grandes Antilles, dans les Petites Antilles. Eux-mêmes s'appellent plutôt les Kalina ou les Kalinago. Et ce mot Caraïbe décrit des populations qui ont un comportement, on va dire, plus agressif, d'après Christophe Colomb, que les Arawaks, Taïnos des Grandes Antilles, et qui organisent des raids d'une île à l'autre pour venger la mort d'un cousin ou pour capturer des femmes dans les autres tribus qu'ils ramenaient sur leur
Rill et qui travaillaient au champ, qui s'occupaient des enfants et du village pendant que les hommes étaient à la pêche, à la chasse pour nourrir la famille. Donc c'était des populations qui étaient séparées, on va dire géographiquement, entre les grandes Antilles et les petites Antilles. Et dans les petites Antilles, la limite nord, on va dire, des sites archéologiques qui montrent des céramiques plutôt en relation avec les Kalinago, les Caraïbes, se retrouvent jusqu'en Guadeloupe et Montserrat, alors que toutes les îles plus au nord, comme Saba, Saint-Martin, Anguille, les îles Vierges et les Grandes Antilles, ont des céramiques qui correspondent aux Taïnos et aux populations de langue et de culture arawak. Donc au moment où Christophe Colomb arrive, on pense qu'il y a cette remontée des Kalinago, des Caraïbes, qui repoussent les Arawaks vers les Grandes Antilles, mais qu'ils étaient pas encore arrivés au bout. Il y avait encore des interactions entre les Grandes Antilles et les îles du Nord, comme Saint-Martin, où on a retrouvé donc le site de Baie-Rouge, qui est daté entre 1350 et 1600 après Jésus-Christ, sachant que Colomb a aperçu l'île de Saint-Martin en 1493, le 11 novembre. On voit qu'il y a plus de 100 ans où ces gens-là, à Baie-Rouge, étaient encore là, présents, après le passage de Colomb. Et on pourrait imaginer qu'il y ait eu au moins, qu'ils aient été témoins et qu'ils aient pu voir passer les navires de Colomb ou d'autres Espagnols après lui, parce que le temps a passé et d'autres gens sont venus, ou alors qu'ils ont carrément pu avoir des contacts avec eux au moment de ce qu'on appelait les égades. Égade, A-I-G-U-A-D-E, c'est le moment où les navires européens s'arrêtent après une longue traversée de l'Atlantique qui durait plusieurs semaines, avec des maladies à bord, le scorbut, des manques de légumes frais, un manque d'eau, etc. Immédiatement, quand ils pouvaient toucher terre dans la Caraïbe, ils s'arrêtaient quelque part, palabraient avec les populations indigènes pour échanger des choses et pour se réapprovisionner en eau et en produits frais. Ok. Et alors, une dernière question. Aujourd'hui, quel est l'avenir de l'archéologie à Saint-Martin? Est-ce qu'on peut s'imaginer, dans un avenir proche ou lointain, revoir des fouilles archéologiques non préventives, mais des fouilles réellement sur un site? Et est-ce qu'on pourra s'imaginer un jour avoir un musée et voir toutes ces découvertes qui ont été faites sur l'île? Alors, les premières fouilles que j'ai menées en 92, j'avais 27 ans, et maintenant j'ai pris de l'âge. Et hélas, jusqu'à aujourd'hui, sur le territoire de Saint-Martin, il n'y a pas encore un jeune, j'en connais, qui font des études d'archéologie. Est-ce qu'ils reviendront ici? J'en sais rien. Mais il n'y a pas il y a personne pour reprendre le bâton au niveau local. Donc vraiment, mon souhait, et avec l'approbation de ma direction et de la collectivité et du président, c'est d'organiser des fouilles programmées. Programmées, ça veut dire on a le temps, on obtient l'autorisation d'un propriétaire dont on sait qu'il y a des vestiges dans son terrain. Il nous donne l'autorisation. À partir de là, on doit demander l'autorisation au ministère de la Culture, au service d'archéologie, qui, s'il nous donne l'autorisation, on pourra démarrer cette fouille. Et les fouilles programmées, contrairement aux sauvetages urgents qui sont faits par l'INRAP, on prend son temps avec les petites brosses. On peut y passer 2 mois sur le terrain à gratter la terre. On peut faire participer des bénévoles bien encadrés par des scientifiques pour leur mettre un petit peu le nez dans la terre aussi. Et c'est ce qu'on faisait d'ailleurs dans les années 90 quand on fouillait au Pestet. Beaucoup de jeunes à l'époque ont participé aux fouilles, des profs, des gens qui avaient certaines périodes de congé qui pouvaient être disponibles pour fouiller et qui sont toujours à Saint-Martin et à qui régulièrement j'ai fait appel au cours de toutes ces fouilles que j'ai fait au fil du temps. Ils étaient tout le temps avec moi sur différents sites, donc ils ont acquis une certaine expérience, même si c'est pas leur métier, même s'il y en a qui travaillent dans la téléphonie ou ailleurs. Ils sont là comme une réserve de gens qui connaissent quand même les techniques de l'archéologie. Et l'objectif, c'est vraiment aussi de remettre l'archéologie sur la table vis-à-vis du public et de la jeunesse, parce que depuis que le musée archéologique de Saint-Martin est fermé, ça date de 2013, ça fait quand même 11 ans maintenant, on a encore des objets, on va dire, spectaculaires qui sont dans des caisses dans le dépôt archéologique de Saint-Martin, qui se trouvent pour l'instant toujours dans les sous-sols de la médiathèque et qui vont devoir être déménagés. Et donc, il y a des objets pour pouvoir réouvrir un musée un jour, mais il faut un
bâtiment. Moi, je suis médiateur culturel dans le domaine de l'archéologie. Je pourrais contribuer à remettre en place une exposition, des panneaux, des explications, d'autant que l'ancien musée était un peu devenu obsolète au vu de toutes les nouvelles fouilles, nouvelles datations qu'on avait acquis, puis une présentation un peu ancienne. Maintenant, les techniques, on va dire, audiovisuelles sont plus simples à appréhender. Et donc, il y a de quoi faire un musée pour réouvrir une structure. Simplement, moi, je construis pas des bâtiments. J'interviens après qu'un bâtiment soit là pour mettre un musée en place. Le dépôt archéologique, c'est quelque chose qui n'est pas sous la responsabilité de la collectivité, c'est sous la responsabilité de l'État et du ministère de la Culture. Et depuis le début des fouilles archéologiques à Saint-Martin, depuis les années 87, nous, les personnes impliquées dans l'archéologie locale, on s'est toujours battu pour que tout le matériel archéologique qui sortait de terre de Saint-Martin reste à Saint-Martin. Au commencement, on nous a carrément dit, ce que vous allez fouiller à Saint-Martin, ça va aller au Moule, au dépôt archéologique de Moule en Guadeloupe. On s'y est complètement opposé. On a pris sur nos frais d'association la gestion du premier dépôt archéologique qui était une cabane à cabri où on ne pouvait pas mettre grand-chose dedans. Et puis petit à petit, avec toutes les fouilles de l'INRAP et les fouilles que nous on effectuait, on a installé le dépôt archéologique dans l'ancienne prison quand le musée y était. Ça permettait de co-gérer le musée et le dépôt archéologique sans avoir besoin d'embaucher plein de gens pour surveiller les deux bâtiments. Et aujourd'hui, le dépôt archéologique est sous responsabilité de l'État, mais avec une convention avec la collectivité qui date d'avant Irma, où on a déplacé le dépôt de la prison à la médiathèque, mais Irma a tout fichu en l'air, si je puis dire. Et il nous faut aujourd'hui trouver un endroit adéquat, assez grand, pour reloger les caisses et les étagères du dépôt archéologique. On va espérer avoir un jour, dans un avenir proche, de nouveau un musée et de nouvelles fouilles archéologiques. En tout cas, merci Christophe Enoch de nous avoir accordé cette interview. Avec plaisir et merci.